Donc bonjour à tous, en présentiel et à distance. Bienvenue pour ce petit déjeuner de la chaire consacrée à l'habitabilité des territoires. Nous allons parler aujourd'hui d'une question qui s'impose désormais à l'ensemble des territoires. Dans un monde où les événements climatiques touchent l'ensemble des territoires, comment va-t-on collectivement s'organiser pour faire en sorte que ces territoires restent habitables dans un futur proche et moins proche, évidemment? Comment s'assurer que les populations puissent y travailler, circuler, y vivre de façon agréable, toutes générations confondues, et s'y projeter à long terme sans subir les dérives du climat? Nous avons pour discuter aujourd'hui de ce sujet avec nous Gwenaëlle Guillaume-Barge qui va se présenter, qui est à l'ADEME, et Alexandre Marty, côté EDF. Costa arrivera un petit peu plus tard, si tout va bien. Alors, nous allons être ensemble jusqu'à 10 heures. Nous allons discuter pendant 1 heure, puis il y aura une demi-heure de questions-réponses, et nous allons aborder ensemble 5 sujets. Une première thématique qui va nous permettre de comprendre l'habitabilité et la place du facteur humain autour de ce sujet. Un deuxième sujet autour de l'anticipation et de l'adaptation. Un troisième autour du financement de la résilience et de l'humain. Un quatrième sujet autour de la gouvernance de cette transition. Et une dernière problématique qui nous permettra de nous projeter dans les territoires de demain. Je suis pour ma part Johanna Abou, senior partner au sein de KEA, et je vais permettre tout de suite à Gwenaëlle et à Alexandre de se présenter, et nous allons rentrer dans la première thématique. Merci Johanna, bonjour à toutes et tous. Donc Gwenaëlle Guillaume-Barge, je travaille à l'ADEME, à la direction exécutive des territoires, où nous gérons notamment nos directions régionales, donc on est au plus près des territoires. Et donc je vous remercie beaucoup de votre invitation. C'est un privilège, une opportunité pour moi pour l'ADEME de pouvoir s'exprimer sur l'adaptation. Merci. Bonjour à tous, Alexandre Marty, je travaille au sein de la direction Impact du groupe EDF. La direction Impact couvre l'ensemble des champs de la RSE et je suis en charge d'une équipe qui s'occupe des sujets de climat et de nature, qu'on appelle climat et ressources naturelles. Et donc, dans la problématique climatique, bien sûr, il y a les enjeux d'atténuation et de décarbonation de nos propres activités et de notre contribution à la décarbonation de l'économie, mais il y a aussi des enjeux d'adaptation au changement climatique qui touchent EDF et son environnement au premier chef, et je pense qu'on va parler de l'environnement territorial dans l'heure qui vient. Et Costa qui me dit qu'il est en bas, je le présente. Donc Costa Castrinidis, qui est le directeur des prêts de la Banque des Territoires, groupe Caisse des dépôts, qui parlera essentiellement du financement et de l'ingénierie territoriale et de la capacité à rendre les projets faisables. Donc, nous démarrons avec la première thématique, comprendre l'habitabilité et la place du facteur humain. L'habitabilité ne désigne pas simplement le fait de pouvoir vivre quelque part. C'est la capacité d'un territoire à maintenir des conditions de vie soutenables au croisement des facteurs climatiques, économiques, sociaux et culturels. Alexandre, je vais commencer par vous. Vous apportez une vision systémique fondée sur l'interdépendance des acteurs au sein d'un territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Avec plaisir. Donc effectivement, on a l'habitude de dire, c'est devenu presque un lieu commun, que l'adaptation au changement climaque revêt une dimension systémique. Et cette dimension systémique, elle s'intègre, elle s'incarne vraiment très très bien à une échelle territoriale. On pourrait résumer l'habitabilité, ou en tout cas les conditions de l'habitabilité, au fait qu'on est capable de maintenir un équilibre collectif entre les différents agents, acteurs d'un territoire. Or, le changement climatique ou le dérèglement climatique, le mot dérèglement climatique prend tout son sens ici, va rendre plus instable le climat. Il va bien sûr conduire à une dérive du climat en moyenne, mais il va conduire aussi à davantage d'instabilité, davantage d'extrêmes.
Et c'est cette instabilité qui va perturber cet équilibre collectif qui aujourd'hui nous permet, gouverne les conditions de l'habitabilité des territoires. Peut-être deux exemples un petit peu concrets. Alors là, on est au mois de décembre, l'été nous paraît peut-être loin, mais vous vous souvenez peut-être du mois de juin, et vous vous souvenez peut-être qu'à la fin du mois de juin, on a vécu une première vague de chaleur. Et au milieu de cette première vague de chaleur, qui est arrivée si tôt que les écoles n'étaient pas encore fermées, et que les écoles étaient encore ouvertes, et dans un certain nombre de communes, je pense qu'on a atteint à peu près 1500 écoles fermées à l'échelle de la France. Des écoles fermées, ça veut dire des enfants qui restent à la maison, donc des parents qui restent à la maison, donc des salariés qui restent à la maison, et donc qui peuvent plus venir au travail. Et donc, c'est un exemple d'une perturbation qui peut avoir un effet systémique sur le fonctionnement d'un territoire. Un autre exemple peut-être, EDF gère un tiers des réserves d'eau douce en France à travers les activités d'EDF Hydro. On a des ouvrages notamment en Ardèche, et il se trouve que 50% des débits de l'Ardèche en été sont assurés par ce qu'on appelle le soutien d'étiage qui vient des ouvrages d'EDF Hydro. Dans un contexte de changement climatique, notre capacité à assurer ces soutiens d'étiage va être de plus en plus challengée. Si on ne peut plus assurer ces soutiens d'étiage, la baisse des débits dans l'Ardèche va faire que l'Ardèche ne sera plus navigable. Pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent l'Ardèche en été, vous voyez à quel point l'économie des sports d'eau vive est importante pour le territoire. Si cette économie s'étiole, c'est tout le territoire qui est perturbé. Donc voilà, ces deux illustrations de la dimension systémique de l'impact du dérèglement climatique et de la perturbation des équilibres entre les différents acteurs d'un tissu socio-économique que cela pourrait occasionner. Merci beaucoup, Alexandre. Gwenaëlle, de votre côté, pouvez-vous nous replanter le décor et ce que l'ADEME fait sur ces sujets ? Oui, en fait, demain, donc le 12 décembre, on va fêter les 10 ans de la COP de Paris. Enfin, c'est l'accord, je crois, qui a été signé le 12 décembre. Après, il y a eu donc la suite et malheureusement le retrait d'un certain nombre de pays encore récemment. Mais en tout cas, on peut quand même célébrer cet accord très important puisque l'ensemble des pays du monde s'était accordé sur le fait qu'il ne fallait pas dépasser de plus de 1,5 degré ou du moins au maximum 2 degrés les températures moyennes pré-industrielles. Donc c'était une belle victoire mais d'il y a déjà 10 ans. Et quand on regarde les chiffres d'aujourd'hui, malheureusement, l'augmentation moyenne de la température dans le monde aujourd'hui atteint quasiment 1,4 degré. Donc on n'est pas loin des 1,5 maxi. Et en France, c'est 1,9. Parce qu'en fait, l'Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde. Alors, on n'est pas resté, bien sûr, les bras croisés à la suite de cet accord de Paris, surtout en France, où beaucoup de mesures ont été prises, avec notamment la mise en place de ce qu'on appelle le PNAC, hein, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique. Et d'ailleurs, sa dernière version, la 3e, a été publiée au mois de mars. Donc, je vous invite à en prendre connaissance, c'est très intéressant. Il y a 52 mesures qui sont donc détaillées dans ce plan, qui est très complet, de très grande qualité. Et ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est peut-être la 52e mesure, entre autres, c'est le fait qu'il est important d'impliquer les citoyens dans cette question de l'adaptation. Donc ensuite, ça s'est décliné de différentes manières. Et pour ce qui nous concerne à l'ADEME, on a mis en place un certain nombre d'outils, au premier rang desquels une démarche qui s'appelle TACT. Donc c'est la trajectoire d'adaptation au changement climatique des territoires, qui est une approche en effet systémique. Donc oui, j'insiste beaucoup également sur cet aspect systémique pour impliquer l'ensemble des acteurs d'un territoire dans une démarche d'adaptation, en partant bien sûr d'une mesure de l'impact, donc l'exposition, les impacts possibles donc sur un territoire, et puis ensuite bien sûr une stratégie qui va permettre de s'adapter à ces évolutions climatiques diverses. Aujourd'hui, on a à peu près plus de 1000 collectivités qui sont engagées dans cette démarche, c'est très significatif. Et donc, c'est un petit peu la tête de gondole de ce que l'on fait pour les collectivités dans ce domaine. Et puis, je veux également mentionner les entreprises, parce que les entreprises sont bien sûr partie prenante sur un territoire. Et donc, on a également
à l'accompagnement, des accompagnements des entreprises, notamment la démarche ACT. Donc c'est Accelerate Carbon Transition, voilà, en bon français. Et donc il y a une version adaptation qui permet là aussi d'accompagner les entreprises dans cette adaptation. Où là aussi il y a d'ailleurs des questions systémiques encore, parce qu'une entreprise ne peut pas s'adapter toute seule. Elle doit bien entendu tenir compte de l'évolution de ses fournisseurs, de ses clients, donc dans ce changement climatique. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement systémique là aussi. Merci beaucoup Gwenaëlle, bienvenue Costa. Si tu veux dire 2 mots de toi, je t'ai présenté rapidement, mais tu n'hésites pas. Merci. Et puis ensuite, je te donnerai la parole sur la Banque des Territoires, comment vous accompagnez les collectivités, la notion de temps long, etc. Merci Johanna, bonjour à tous. Je suis Costa Castrinidis, je suis en retard. Et je suis aussi le directeur adjoint de la Banque des Territoires. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Tu veux que j'enchaîne sur cette question de l'adaptation au changement climatique? Nous, donc, pour peut-être resituer le rôle de la Banque des Territoires, on fait partie du groupe Caisse des Dépôts, une belle maison qui a plus de 200 ans, donc qui a fait preuve d'une grande résilience au fil du temps. Et on est partenaire des territoires, on soutient des politiques publiques structurantes pour le pays. On est notamment financeur d'énormément d'actifs immobiliers, puisque en fait une de nos fonctions historiques, c'est avec l'épargne des Français, en réalité votre épargne, vos livrets A, qu'on transforme, on finance le logement social, le logement intermédiaire, et donc c'est 6 millions de logements en France, c'est 10 millions de locataires, et c'est évidemment des enjeux énormes à la fois sur la question de comment continuer à produire dans un contexte de dérèglement climatique, mais aussi la question de comment transformer finalement tous ces bâtiments que nous avons financés, et comment nous assurer que quand on finance un bâtiment jusqu'à 50, 60 ans, puisque c'est ça la durée des emprunts qu'on octroie, mais comment on sécurise finalement la capacité de remboursement de nos emprunteurs, qui sont essentiellement des collectivités locales, des bailleurs sociaux, mais également quelques entreprises, et puis le secteur de l'économie mixte, donc des acteurs à la frontière entre le public et le privé. Donc pour nous, la question finalement de l'adaptation, elle est centrale. Elle est venue de manière un peu progressive dans le débat public. C'est peut-être un premier point que j'aimerais souligner. C'est vrai que au fil des dernières années, on a beaucoup sur les questions de transformation écologique mis en avant les questions énergétiques, puis les questions de décarbonation. Et aujourd'hui, c'est probablement la question du risque climatique qui est finalement celle qui nous occupe le plus et qui préoccupe le plus les acteurs de la sphère publique comme de la sphère privée. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que finalement, on a aujourd'hui des réglementations qui se sont déployées, qui sont assez contraignantes en réalité sur la question thermique et sur la question carbone. Beaucoup sur la question thermique. La plus connue est certainement la loi climat et résilience, qui impose, vous le savez, d'éradiquer toutes les passoires thermiques, qui a des conséquences finalement sur l'ensemble des Français et des Européens, puisque c'est une réglementation européenne à la base, puisqu'on ne peut plus mettre en location les passoires thermiques au fil du temps, 2028 jusqu'en 2034. Donc ça, c'est un impact très concret, et ça oblige à de nombreux investissements. Donc finalement, les bailleurs publics ou privés, même les citoyens, sont obligés à beaucoup investir sur cette question du thermique. Et donc, ça demande beaucoup d'investissement. Donc, des capitaux importants mobilisés sur ces questions-là. Or, quand on additionne ce sujet du thermique, la question de la décarbonation et de comment progressivement on va réduire la consommation de gaz à effet de serre d'ici 2050, ça aussi, ça demande énormément d'investissement. Et enfin, il y a cette question de l'adaptation et des risques climatiques qui va nécessiter énormément d'investissement. C'est peut-être un des sujets qui n'est pas encore complètement chiffré aujourd'hui. On a une certitude, c'est que ça va coûter des dizaines de milliards à notre pays, ça c'est évident. Le chiffrage, il n'est pas encore fait par grands secteurs, parce que c'est un sujet qui est un peu plus difficile à appréhender finalement. Mais quand on additionne tous ces enjeux d'investissement dans les années à venir, c'est finalement un vrai défi pour l'ensemble des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics
et des acteurs que de trouver les ressorts pour pouvoir assurer ces investissements et surtout comment faire les bons choix. Parce que si on prend l'exemple du bâtimentaire, je trouve que c'est très parlant. Si on commence par s'occuper de l'isolation thermique, qu'on ne s'occupe pas de la question du carbone, c'est-à-dire qu'on laisse les logements au gaz, on a traité qu'un des deux problèmes. Donc, il faut qu'on s'occupe de celui-là aussi. Si, au moment où on a fait ça, on ne s'est pas intéressé au RGA, donc au risque de gonflement argileux, et on ne se rend pas compte qu'il y a peut-être des sujets, il faut sécuriser les fondations. Si on ne l'a pas fait, ça veut dire qu'on va devoir lancer un 3e chantier sur le même bâtiment à horizon 20 ans. Et ça paraît assez déraisonnable. Et donc ça veut dire qu'il faut réussir à muscler ces phases de diagnostic pour pouvoir avoir une stratégie d'investissement qui soit dès le départ extrêmement complète, exhaustive. Hein. Et ça, je trouve que voilà, grâce à des acteurs comme l'ADEME, grâce à un certain nombre de prises de conscience de grands opérateurs comme EDF, comme d'autres grands opérateurs nationaux, on a aujourd'hui, je pense, une vision plus complète en fait des investissements qu'on doit réaliser. C'était pas le cas il y a encore 2-3 ans. Et nous, ce qu'on essaye de faire en complémentarité avec le reste de la sphère publique, finalement, c'est d'aider notamment les territoires, les collectivités locales à définir des vraies stratégies sur l'adaptation au changement climatique. Et donc, pour cela, on apporte différents outils dans notre palette d'intervention. Il y a les crédits d'ingénierie. Donc ça, c'est la manière dont on va aider à apporter de l'expertise, de l'intelligence. Donc, on vient cofinancer avec les collectivités locales un certain nombre d'études. C'est pour les régions, par exemple, des schémas de stratégie sur l'adaptation au changement climatique. C'est pour des communes du littoral, la manière dont concrètement elles vont faire face à l'érosion du trait de côte. Ça, c'est aussi un sujet très concret. Vous avez certainement déjà été sensibilisé à la question de beaucoup de résidences, notamment des résidences secondaires. Il y en a une qui est assez célèbre vers la Cano et un peu en dessous où finalement voilà, ces résidences aujourd'hui elles doivent être déplacées, donc ça pose des questions très pratico-pratiques. C'est comment on indemnise les propriétaires de ces logements qui ne sont plus habitables et qui présentent un risque finalement aujourd'hui. Donc ça, c'est encore un débat qui est en cours. D'ailleurs, voilà, on attend avec beaucoup d'intérêt la manière dont le juge de l'expropriation va se positionner sur ces questions, parce que désormais, après un grand débat juridique, effectivement, les collectivités locales ont un peu plus d'outils pour pouvoir, dans ces cas-là, prendre la main, essayer de prendre la main sur les logements. Mais en France également, le droit de propriété il est constitutionnel, donc c'est pas évident comme arbitrage. Et c'est sûr que si on se met à la place des pauvres propriétaires qui ont investi dans leur épargne dans ces logements bord de mer et qui vont devoir certainement les abandonner pour pas grand chose, c'est difficile. Et en même temps, si on se dit que sur tout le littoral, c'est les collectivités locales ou l'État, ou en tout cas nos impôts qui au final vont indemniser tous ces propriétaires, c'est un vrai sujet. Quand on regarde la carte des logements en France, on se rend compte en fait que c'est le littoral qui est le plus prisé, et dans le même coin, à quelques kilomètres de l'endroit où on est en train de déplacer des résidences, on continue à vendre des logements à 9 000, 10 000 euros le mètre carré. On est loin de Paris, et pourtant c'est très prisé et c'est encore très recherché. Donc c'est vrai que cette prise de conscience, je pense, des acteurs de la sphère entreprise et de la sphère publique et des grands opérateurs, elle est aujourd'hui bien présente. C'est pas encore quelque chose qui est communément intégré dans les réflexions de nos concitoyens. Donc un volet ingénierie qui, à mon avis, le plus central aujourd'hui, parce que ça rejoint cette question du diagnostic et de finalement comment on trouve les outils, comment on définit les stratégies, comment on conçoit des modèles économiques qui vont permettre d'appréhender cette question de l'habitabilité. Et puis ensuite, on a des financements. Je viens de le rappeler, une caractéristique de nos interventions, ce sont des financements sur le temps très long. Donc on peut, sur des questions de foncier, que ce soit de renaturation du foncier,
que ce soit de démembrement, de remembrement. On a par exemple financé des déplacements d'hôtels, des déplacements de camping qui étaient dans des territoires qui n'étaient plus viables. On accompagne beaucoup les territoires de montagne aussi, qui, vous le savez, sont aujourd'hui confrontés à la fin finalement de leur activité économique, touristique essentielle. Donc ils doivent muter sur un autre modèle. Donc pour ça, il faut financer le remplacement des télésièges, les nouvelles infrastructures qui vont prendre la suite, souvent sur du tourisme vert. Et tout ça, ça demande des investissements sur le temps long. Donc sur ces sujets-là, figurez-vous qu'on peut, grâce à votre épargne, en réalité, prêter jusqu'à 80 ans. Donc, c'est assez remarquable. Et donc ça permet d'étaler le coût de ces opérations de transformation sur des délais très longs pour les collectivités locales. Et puis, on a aussi la possibilité d'investir en fonds propres, donc de mettre du capital aux côtés d'acteurs qui vont porter des modèles économiques innovants. Alors, c'est le sujet. Alors, autant l'ingénierie se développe bien, autant les prêts, c'est plutôt en train de se développer. Il y a de plus en plus d'investissements liés à cette question, du côté en tout cas des collectivités locales et des exécutifs locaux. Autant la question d'un modèle marchand où on pourrait investir pour finalement essayer de profiter de l'adaptation pour apporter une réponse qui permette de créer un modèle économique autoportant. Ça, c'est encore un sujet qui aujourd'hui est au point quasi zéro. Ce sur quoi tout le monde travaille, c'est une logique un peu assurantielle. C'est-à-dire que quand on fait des dépenses de prévention d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on se prévient des effets du changement climatique qui seraient beaucoup plus coûteux, ne pas agir, ça donne, il y a un coût d'inaction. Ce coût d'inaction, on sait à peu près le chiffrer. La question, c'est comment on le valorise vraiment dans un bilan d'opération économique, dans un modèle financier en tant que tel. Et donc c'est vrai que la question notamment du secteur assurantiel et de la manière dont aujourd'hui les assurances ont de plus en plus de mal à soutenir l'habitabilité des territoires, en tout cas s'interroge beaucoup sur cette question, est certainement une des pistes, parce que probablement pour éviter des surcoûts futurs, on pourrait essayer ensemble de trouver des moyens de créer des dispositifs d'investissement amont. Merci Costa. Bon, vous l'avez vu, le sujet est riche. On a parlé de défis, et c'en est un. La question, c'est maintenant comment travailler cette matière de l'habitabilité qui n'est pas figée, qui est bien au croisement des relations entre humains, infrastructures, milieux divers. C'est un équilibre fragile avec des dynamiques humaines, avec des ressources naturelles, avec cette culture du temps long, avec des infrastructures à gérer. Et cet équilibre doit désormais être construit ensemble. Cette notion de système ne fait plus débat aujourd'hui et doit être maintenue dans la durée. La question, c'est comment on travaille l'anticipation et cette notion d'adaptation dont on a un tout petit peu parlé. Donc, anticipation, adaptation. Est-ce que, Alexandre, vous pouvez démarrer sur cette thématique-là ? La conscience d'un dérèglement climatique et du fait que ça allait impacter les activités d'EDF, elle est pas récente. Bon, d'abord, nos activités sont étroitement liées aux variables météorologiques, que ce soit la production d'électricité nucléaire, qui est très étroitement liée à son environnement, et notamment à ce qu'on appelle la source froide, les capacités de refroidissement, la production hydroélectrique, je pense que vous voyez l'image, étroitement liée à la quantité d'eau qui va passer dans nos ouvrages et au moment où cette eau va y passer. Ça, c'est pour la production, 2 exemples pour la production, et pour la demande et la consommation, vous voyez bien que l'évolution de la demande en électricité en fonction des variables météorologiques et notamment de la température. Classiquement, on avait plus jusqu'à maintenant de consommation en hiver qu'en été. Les choses sont un petit peu en train de se rééquilibrer sous l'impact du changement climatique. Donc, un lien très fort entre nos activités et la météo. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, cette météo sur le temps long, donc qu'on appelle le climat, elle est en train de se transformer, de dériver en moyenne et puis de devenir plus instable, plus extrême. Et la première fois qu'on en a vraiment eu conscience, je pense, c'est sur les tempêtes de 1999. Pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne va pas dire grand-chose.
Je vois un certain nombre de visages dans la salle pour qui ça pourrait résonner. Qui ont impacté massivement notamment nos réseaux de distribution. C'est la première fois qu'on s'est dit il y avait peut-être un truc. On a cheminé progressivement en construisant des capacités de compréhension du climat, en investissant dans la science climatique, dans nos équipes de R&D, dans les équipes d'ingénierie, pour progressivement construire ce qu'on appelle maintenant un véritable service climatique interne à EDF, qui a été formalisé en 2014 et qui nous permet de comprendre la science climatique, comprendre les modèles climatiques et utiliser ces modèles pour faire nos propres projections à la maille de nos activités. Donc ça, c'est le premier volet de l'équation, c'est comprendre comment le climat va évoluer pour pouvoir l'anticiper. Ensuite, transformer cette évolution du climat en un impact, une vulnérabilité, comprendre les vulnérabilités de nos activités. Alors nos activités, elles ont plusieurs types de vulnérabilités. Pour les activités de réseau, les activités renouvelables, elles sont exposées aux phénomènes intenses, météorologiques intenses, soit les phénomènes venteux, soit les phénomènes d'inondation. Pour des activités de production thermique nucléaire ou hydroélectrique, l'exposition elle est plus liée au grand cycle de l'eau et à la déstabilisation du grand cycle de l'eau avec des phénomènes de pluie intenses qui sont suivis de périodes de sécheresse et d'étiage de plus en plus longs et de plus en plus sévères. Donc ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Quelles sont nos vulnérabilités? Et puis le troisième étage, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc on a, dans notre plan d'adaptation au changement climatique, mené par les différents métiers du groupe, un certain nombre de mesures d'adaptation techniques. Donc des mesures d'adaptation pour les réseaux, ça va être de l'enfouissement de réseaux. En général, en milieu urbain, l'enfouissement, c'est plutôt une vulnérabilité avec les phénomènes d'îlots de chaleur. Donc ces réseaux sont déjà enterrés, mais le fait que la température dans les compartiments dans lesquels ils sont enterrés monte en été, crée une vulnérabilité qu'il faut aussi adresser. Pour les activités de production centralisée, dans une centrale, on va avoir des enjeux de température des bâtiments, donc on va avoir des enjeux de rafraîchissement, de ventilation de ces bâtiments, de tenue des équipements, de l'ensemble des équipements à des températures plus élevées, et puis on va avoir des enjeux en lien avec ce grand cycle de l'eau qui est déstabilisé, comme je le disais tout à l'heure, et donc comment on continue à assurer cette source froide, ou comment on continue à pouvoir produire l'hydroélectricité dont on a besoin, dont le système hydroélectrique a besoin, dans un contexte où on a de plus en plus de besoins de flexibilité, et l'hydroélectricité a cette fonction d'assurer la dentelle qui ajuste en permanence, qui contribue à ajuster en permanence l'offre et la demande électrique. Donc on a un certain nombre de mesures techniques à disposition, mais en lien avec ce sujet de l'eau, il faut voir au-delà de ces mesures techniques, et on travaille sur la manière dont les écosystèmes interagissent avec nos facteurs de vulnérabilité, et notamment pour prendre cet exemple du grand cycle de l'eau. On sait bien que les forêts, les zones humides, les haies, la végétation le long des berges ont des fonctions de régulation de ce cycle de l'eau qui sont essentielles. Ça ralentit les écoulements d'eau, ça permet de stocker de l'eau, ça permet d'infiltrer l'eau dans les nappes. Or, on va avoir besoin que ces écosystèmes jouent ce rôle d'amortisseur finalement entre ces événements extrêmes hauts et bas, pour générer notre dépendance à cet approvisionnement en eau régulier dans différentes activités du groupe. Donc ça veut dire qu'en complément de nos investissements sur nos installations, des dimensions très techniques de l'adaptation au changement climatique, il y a une dimension environnementale, où on parle de solutions fondées sur la nature,
Et donc, il nous faut nous intéresser à ces écosystèmes qui fournissent ces fonctions de régulation et ces fonctions de stabilisation du climat dans un contexte où le changement climatique impacte ces mêmes écosystèmes. Vous avez sûrement en tête l'impact du changement climatique sur les forêts, qui est significatif dans certaines régions. Et donc, et là je dézoome, je vous parlais beaucoup d'EDF et le thème c'est quand même les territoires. Ça veut dire que sur ce type d'action, on peut pas être tout seul. On mène un certain nombre d'opérations pilotes sur différents types d'écosystèmes dans différentes parties de la France autour de nos aménagements. Mais ce sont des actions qu'on peut mener que dans une logique territoriale avec les acteurs qui sont les acteurs clés de ces espaces-là, de ces territoires-là. Et donc, c'est là qu'on revient à la dimension systémique, collective, coordonnée de l'adaptation au changement climatique. Donc, il faut avoir cette conscience collective et cette capacité collective à anticiper les effets du changement climatique que l'on anticipe. Et puis, cette coordination dans l'action. Et cette coordination dans les moyens de financement. Et ça, on va en reparler un petit peu après, je crois. Merci Alexandre. Gwenaël, je vous propose de prendre la suite. Alors, je me retrouve tout à fait dans vos propos là, sur la méthode, puisque on commence par faire en effet un diagnostic, donc l'exposition au changement climatique, les impacts potentiels, puis on élabore une stratégie et puis on l'évalue aussi d'ailleurs. C'est ce qu'on fait dans les démarches que j'ai citées tout à l'heure, actes pour les entreprises et actes pour les collectivités. Donc on a en fait beaucoup de démarches aujourd'hui qui permettent de tenir compte des questions d'adaptation. Bon, la plus ancienne, c'est les plans climat. Hein. On les a pas cités, mais les plans climat, puisqu'on parle des territoires, c'est quand même le document essentiel, obligatoire pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants, où il y a donc un volet adaptation, alors plus ou moins développé, mais c'est vrai que cette prise de conscience monte en puissance. Parfois, les volets adaptation ne sont pas très développés. C'est le cas aussi dans un autre document très important pour les collectivités, qui est le PLU, le plan local urbanisme, où il y a un volet dit PADD, donc sur le développement durable, et où les questions d'adaptation étaient jusqu'alors relativement modestes, j'allais dire, et c'est en train de changer, heureusement, parce qu'il y a une vraie prise de conscience. Il y a une prise de conscience parce que vous avez cité quelques exemples d'ailleurs très intéressants. Il y a le célèbre immeuble Signal à Soulac-sur-Mer. Il y a le front de mer de Lacanau, qui est quand même assez condamné, on peut le dire. Il y a, vous avez l'exemple aussi de la commune de Tréfiagat. Alors moi, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Pourtant, c'est chez moi, c'est Sud-Finistère, et où en fait, on a dû détruire des maisons. Malgré tout, on continue à renforcer la dune. Donc, on investit beaucoup d'argent pour renforcer la dune, alors qu'on sait qu'à terme, de toute façon, on est condamné parce qu'on est à quelques mètres au-dessus de l'eau, donc ça va être très, très, très compliqué. Donc, ce volet est important parce qu'en fait, au-delà de toutes les démarches rationnelles que je viens de citer, il y a vraiment le problème de la prise de conscience. Et c'est frappant, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, on continue à acheter des appartements à 12 000 € le mètre carré, Plage Benoît à La Baule, ou je pourrais en citer plein d'autres. Hein. C'est assez étonnant. C'est des achats plaisir, mais à un terme qu'on espère lointain. C'est-à-dire qu'on se dit, peut-être que je pourrais pas transmettre mon bien à mes arrière-petits-enfants. C'est peut-être nous-mêmes, les acheteurs en tout cas, qui ne pourront pas profiter de leurs achats plaisir dans les décennies qui viennent. Donc c'est assez marquant. Donc je crois qu'on a un vrai travail à faire sur les territoires aussi dans l'implication des citoyens dans cette prise de conscience. Alors, je regarde un petit peu les démarches qui ont été entreprises avec des collectivités, notamment en Bretagne, parce qu'on parlait de la Bretagne. Donc, j'ai examiné un petit peu tout ce qu'on a pu faire. Il y a beaucoup de superbes démarches avec une forte implication des élus, des entreprises aussi, des agents, des collectivités, qui donnent de vrais résultats. Mais on a du mal encore parfois à faire intervenir et à sensibiliser les citoyens. Mais ça commence à venir, et j'ai l'exemple là récent de Saint-Brieuc agglomération, où il y a vraiment eu beaucoup de démarches qui ont été faites pour l'implication des citoyens. Alors en fait, on peut faire énormément de choses, le catalogue est très très long de tout ce qu'on peut faire, et en fonction des compétences disponibles dans une collectivité, on peut en effet initier de la concertation, des moments culturels, des événements conviviaux,
de faire une fresque de l'adaptation. Enfin bref, je pourrais en citer des dizaines, on peut faire beaucoup de choses. Ça, je ne peux qu'inciter, en effet, les collectivités à impliquer les citoyens pour que vraiment tout le monde puisse se mobiliser. Il faut une mobilisation générale, une prise de conscience générale pour qu'on ait de vrais résultats. Et dernier point, vous le disiez tout à l'heure au sujet des bâtiments, l'enjeu en termes d'adaptation, l'enjeu financier en termes d'adaptation est considérable sur ce qui est déjà construit. On ne sait pas exactement, en effet, combien ça va nous coûter et combien ça va coûter aussi aux assurances et quelles décisions publiques seront prises justement pour les cas qu'on a pu citer. Mais surtout, ne faisons pas l'erreur de ne pas prévoir les changements climatiques dans les décisions d'infrastructures qui sont prises aujourd'hui. Ça, c'est essentiel, d'où l'importance des démarches que c'était tout à l'heure, le PLU et tout le reste, le PCAET et toutes les modalités d'accompagnement que j'ai pu citer, pour surtout prendre des décisions qui prennent en compte la trajectoire de changement climatique. Vous savez, la trajectoire de changement climatique, tout à l'heure je disais qu'on était à plus 1,9 en France aujourd'hui, cette trajectoire, elle dit plus 4 en 2100. Plus 4, en fait, c'est assez effrayant, hein, mais bon, c'est plus 3 dans le monde et plus 4, ça pourrait être pire si on ne prenait pas les bonnes mesures. En tout cas, il faut en tenir compte dans toutes les décisions publiques qui sont prises maintenant. Et pour les entreprises aussi, d'ailleurs. Je pense qu'on va passer sur la troisième thématique, financer la résilience et l'humain. Vous avez compris, anticiper, ça demande de l'ingénierie, ça demande des moyens. Et en parlant des moyens, on va démarrer avec toi, Costa, sur le sujet le plus difficile, celui du financement. Qui paye, à quel niveau, pourquoi, et selon quels critères. Et tu ouvres le bal sur cette séquence. Bon, c'est un peu la question centrale du sujet, comme on le voit dans chacune de nos interventions. Alors, il est toujours difficile quand on identifie des murs d'investissement de ne pas tenir compte du contexte économique dans lequel on se situe. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est malheureusement dans une période où ces investissements vont être beaucoup plus difficiles à opérer et seront beaucoup moins soutenables qu'il y a une dizaine d'années. Ça, c'est le petit regret qu'on peut avoir sur cette question, c'est qu'il y avait effectivement énormément de certitudes sur la situation dans laquelle on est et on n'a pas profité d'une certaine manière de la décennie des taux bas et de la période où l'argent était quasiment gratuit, qui était quand même très propice à l'investissement, pour massivement investir sur cette question. Ça peut être fait par endroits, fort heureusement, mais ça n'a pas été, en tout cas à l'époque, un sujet qui était mis au sommet des priorités. Or aujourd'hui, on est dans un contexte beaucoup plus adverse. Pour tous les acteurs, investir, ça demande de mettre pas mal de capital. Souvent, les secteurs, tous d'ailleurs, tous les secteurs industriels aujourd'hui sont quand même assez tendus en termes de disponibilité de fonds propres. Et ça demande de trouver des systèmes de financement alors qu'en face, il n'y a pas de recettes, il y a des coûts évités, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est le fameux serpent de mer des coûts évités. On pourrait avoir, j'imagine que dans ces murs, il y a très régulièrement des séquences sur financées par les coûts évités. C'est passionnant en théorie. J'ai jamais vu encore quelque chose qui flotte vraiment basé sur les coûts évités, parce que ça demande un mécanisme de solidarité entre des acteurs dont les rôles sont différents. Vous avez, on va dire, un propriétaire d'actifs qui va devoir investir pour rendre ses actifs résilients, l'exemple bâtiment, logement ou grandes infrastructures. Vous avez un banquier qui est intéressé à l'affaire parce que souvent il a mis de la dette dans ses actifs et qu'il n'a pas envie finalement que son client fasse défaut. Donc il faut que les loyers, les recettes, les rendements qui sont liés à cette infrastructure rentrent. Donc là, il y a déjà une première solidarité qui peut s'exercer entre le propriétaire et le banquier. Mais le banquier, ça reste un banquier, il ne subventionne pas. Bon. Ensuite, il y a l'assureur. L'assureur, lui, son sujet, c'est en théorie de faire en sorte que les actifs qu'il assure ne présentent pas un risque de dommage exorbitant de sa prime d'assurance.
Bon. Et c'est là où le sujet devient un petit peu compliqué, puisqu'on a d'ores et déjà sur le territoire un certain nombre d'assureurs qui ont déjà augmenté de manière assez notable leur prime d'assurance, on peut le comprendre, hein, puisqu'ils anticipent des risques futurs, mais échaudés par les catastrophes à répétition qu'on a connues au cours des dernières années, commencent à se poser des questions sur l'assurabilité de certains sujets. Donc, on commence à avoir des endroits où en fait on a un trou dans la raquette, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des actifs pour lesquels, ou même des territoires pour lesquels les assureurs disent moi je n'irai pas. Et donc ce qui pose évidemment une question, un acteur incontournable sur ces questions, voilà, qui est l'État, et l'État et finalement au niveau local les collectivités locales. Jusqu'où on va pouvoir subventionner une partie en fait de ces investissements et jusqu'où on va pouvoir aider à faire une forme de péréquation entre ces différents acteurs pour que on finisse par avoir une chaîne de solidarité entre ces acteurs, puisqu'ils sont tous intéressés. L'assureur aurait tout à fait intérêt à contribuer aux investissements du propriétaire pour faire en sorte que les dommages futurs soient moindres, et le banquier, de la même manière, aurait tout à fait intérêt à ce que l'assureur continue à assurer le bien qui finance. Donc là, on a un triptyque, à mon avis, qui est un peu la réponse future de cette équation passe par ce triptyque-là. Aujourd'hui, on est encore, mais c'est assez normal, un peu dans un jeu de posture parce que les règles juridiques sont pas encore très claires non plus. Effectivement, l'exemple qu'on citait tout à l'heure, comment on indemnise finalement cette adaptation? Comment on va indemniser un propriétaire qui va devoir renoncer à un actif? Et pas renoncer suite à une catastrophe. Là, on est plutôt dans le dispositif que vous connaissez, celui du fonds Barnier, où on va traiter les suites des catastrophes naturelles, hein, tout le dispositif CatNat. Alors, évidemment, qui est un sujet pour les assureurs énorme, parce que ce fonds Barnier, pour eux, joue un rôle clé aussi dans la préservation, on va dire, de leur bilan face aux grandes catastrophes naturelles. Mais quand on se situe en amont de la catastrophe, et donc on prend des décisions d'investissement qui sont liées à la préservation des actifs, eh bien, quelle est l'indemnisation pour le propriétaire? Est-ce qu'il part, il prend sa pomme et finalement il a pris son risque? Donc, est-ce que quand j'ai acheté ma résidence secondaire à Lacanau en 2025, j'étais suffisamment avisé du risque, et d'ailleurs c'est notoire, hein, puisque quand on discute avec le maire de Lacanau, qui est par ailleurs passionnant et qui est aussi qui joue un rôle important dans l'association nationale des élus du littoral, l'ANEL, qui est très active sur ces questions d'érosion et de trait de côte, lui il vous fait visiter, il vous dit vous voyez toute cette plage là elle n'existera plus, tout ce front de mer là on va le déplacer 200 mètres derrière, on est en train de créer des plages à côté et on mettra des voitures électriques qui amèneront du centre de Lacanau vers les nouvelles plages, parce que dans 20 ans, tout ce que vous voyez là n'existe plus. Bon, donc quand les choses sont notoires à ce point-là, et qu'on est quand même encore en train d'acheter des biens, finalement, est-ce que, légitimement, on peut se dire que la personne a pris son risque? Et voilà. Donc là, sur les citoyens, je trouve que c'est là où le sujet est probablement le plus compliqué. Sur les grands corporates, les entreprises, le secteur public, là, évidemment, il y a plus facilement la possibilité de trouver des modèles économiques, parce que tout simplement, même s'il n'y a pas de recettes immédiatement associées, il y a quand même un provisionnement qui est fait dans les comptes notamment dans le secteur privé, un provisionnement qui est fait dans les comptes dès lors que des actifs sont à risque, hein. Et donc, progressivement, il y a finalement, par le simple exercice des règles de la comptabilité, progressivement, l'intégration dans les bilans des entreprises d'une perte de valeur sur des actifs qui ne seraient pas suffisamment résilients. Et donc, plutôt que de constater cette perte de valeur sur le long terme de manière très progressive, le fait de pouvoir investir en prévention est certainement plus intéressant et présente une forme de retour sur investissement, de ROI, comme on dit, de plus en plus évident, hein, sans parler évidemment des entreprises qui jouent un rôle de service public ou de quasi-service public, où c'est finalement une responsabilité aussi d'intérêt général. Sur les modèles de financement, donc ce que nous on voit en tout cas et qu'on soutient,
soutien, c'est vrai qu'il y a vraiment cette question du temps long. C'est-à-dire que il faudrait que dans le contrat moral qui nous lie avec les propriétaires de ces actifs, et notamment dans la sphère publique, qu'on débloque un frein psychologique qui est lié à la dette de très long terme. Puisque, en fait, c'est assez évident que pour financer des investissements qui vont s'amortir, on est sur des sujets à 50 ans, si on va chercher des financements de court terme, en fait, on va passer à côté du sujet, générer des stress financiers à horizon 4-5 ans, et c'est probablement pas du tout la bonne méthode. La bonne méthode, c'est plutôt de pouvoir gérer ça en bon père ou mère de famille sur du temps très long, se dire que il y a un amortissement très très long de ces investissements, et finalement le moins de fonds propres possible au début, pour que on réduise l'impact sur les stratégies d'investissement des acteurs. Parce que l'autre problématique que j'évoquais tout à l'heure dans mon premier propos, c'est quand même le fait que tous ces acteurs-là, ils n'ont pas non plus qu'à investir sur l'adaptation, et ils ne peuvent pas s'arrêter non plus dans leur stratégie commerciale, business, d'investissement autre, ou de politique publique. Et donc ça vient bien en complément de tout un plan d'investissement. Si on prend une collectivité locale, dans son plan pluriannuel d'investissement, son PPI, elle a beaucoup de politiques publiques à assumer, et donc cette question d'adaptation doit trouver une place, mais elle ne peut pas écraser tout le reste, et ça serait inaudible. Et d'ailleurs, là-dessus aussi, petit point d'attention, il faut que ce sujet-là se fasse de concert avec la question de la cohésion sociale. On voit bien que c'est pas qu'un sujet environnemental, c'est pas qu'un sujet de résilience climatique, c'est aussi un sujet social profond, puisque derrière ceux qui sont le plus exposés au risque d'adaptation, au risque climatique, ce sont souvent des populations qui sont plus fragiles, qui n'ont pas forcément les moyens. Je pense à nos quartiers, par exemple les quartiers politiques de la ville, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Dans les quartiers, on a aujourd'hui des problèmes de confort d'été, on a des problèmes d'urbanisme qui sont posés, qui sont complètement inadaptés finalement à ce que sera la température dans quelques années. On a déjà aujourd'hui des étés qui sont extrêmement difficiles, et on voit bien que dans les problématiques sociales qui se rencontrent dans ces territoires, cette question-là, c'est évidemment de l'huile sur le feu, c'est évidemment un risque social soutenu. Et donc, investir uniquement sur les actifs, c'est pas suffisant. Il faut aussi réussir à maintenir une politique et un modèle social qui accompagne ces changements et qui accompagne au final ces populations. Je prends un autre exemple avant de m'arrêter, la question des écoles. Sur tous ces sujets, on a des programmes de politique publique qu'on accompagne. Sur les écoles, on a un programme qui s'appelle EduRénov, par lequel on soutient tous les projets de rénovation d'écoles, d'adaptation des écoles. Donc on en a déjà 5500. L'objectif, c'est d'en soutenir 10 000 d'ici 2 ans. Et en fait, finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est quand la population monte au créneau, c'est quand les communautés éducatives, quand les parents d'élèves se retrouvent en juin dans quasiment 30 départements avec des écoles fermées, en juin, des écoles fermées, mais c'est là où, d'un coup, le téléphone sonne et on a plein de demandes en disant il faut vraiment qu'on fasse quelque chose sur le bâti scolaire, il faut qu'on développe le confort d'été, qu'on végétalise les cours d'école, etc. Donc il y a un lien très fort entre le social, la prise de conscience des citoyens et les stratégies qui sont en train de se mettre en place, et il faut traiter ces différents sujets de manière systémique. Merci beaucoup Costa, du serpent de mer des coûts évités jusqu'à la cohésion sociale, et en passant par le triptyque banque, assurance et citoyen, tu nous as emmenés loin. On poursuit avec Gwenaëlle. Quand on préparait cet échange, vous me disiez qu'on savait financer les diagnostics, qu'on savait financer les stratégies d'adaptation, mais qu'on ne savait pas encore financer la mise en œuvre de ces stratégies.
Est-ce que vous voulez nous en dire plus ? Le financement de la mise en œuvre, c'est, comme je disais tout à l'heure, on sait financer les bons choix pour l'avenir. Ça, il n'y a pas de difficulté. Par contre, le financement de l'impact du changement climatique, surtout dans les hypothèses les plus extrêmes, c'est vrai que c'est une vraie question. À l'ADEME, on a des budgets relativement importants, 2,5 milliards donc cette année, mais c'est rien par rapport à ce qu'il faudrait naturellement pour pouvoir financer l'adaptation elle-même. Donc notre métier consiste à accompagner, consiste à mettre à disposition un certain nombre d'outils. Il y en a que j'ai pas cité tout à l'heure, mais parce qu'on a parlé de villes, l'adaptation dans les villes. On a un outil qui s'appelle Plus fraîche ma ville. Donc, je vous invite à aller sur le site internet de Plus fraîche ma ville. C'est très bien fait. L'idée, c'est de guider les élus dans les choix qu'ils font pour que on vive mieux dans les villes les épisodes caniculaires. Ça veut dire réintroduire de l'eau dans les villes, faire de la végétalisation, mettre plus d'ombre, etc. Éviter la maladaptation. La maladaptation, c'est par exemple de multiplier les climatiseurs dans les villes. Alors, quand on est chez soi, c'est bien parce qu'on est climatisé. Simplement, l'effet est tout à fait négatif sur la ville elle-même. Donc, il faut absolument éviter ça. Or, il y a des solutions techniques qui permettent, en effet, notamment dans le neuf, mais aussi dans la rénovation, de faire en sorte que les bâtiments soient beaucoup plus résilients en cas de canicule. Donc, voilà ce qu'on met en place. Et puis, à l'ADEME, on a aussi beaucoup de moyens sur la question de la formation. Donc, vous pourrez aller voir sur notre site ADEME Academy. En fait, on propose des formations dans tous les domaines de la transition écologique et notamment d'adaptation. Donc, on manque pas d'outils, on manque pas de démarches, etc. Le défi, c'est sans doute, encore une fois, je reviens là-dessus, sur la mobilisation générale. C'est un peu notre obsession aussi chez nous, c'est de faciliter la mise en présence des différents acteurs sur les territoires. On a de belles success stories, j'en citais une tout à l'heure au sujet de Saint-Brieuc, mais il y en a beaucoup d'autres, naturellement. Et on va continuer à faire ça pour l'avenir, donc de faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver autour de la table, justement pour une prise de conscience générale, parce que c'est systémique, comme on l'a dit tout à l'heure, et même une entreprise, mais quand une entreprise en effet fait des provisions ou prévoit un certain nombre de choses justement pour conserver sa rentabilité pour l'avenir, l'entreprise est néanmoins exposée à ce que, par exemple, les infrastructures qui l'entourent dysfonctionnent simplement parce on a une crise caniculaire. Et cet exemple à New York, à un moment donné, il y a un pont qui était bloqué, tout simplement parce qu'il faisait trop chaud. Et donc le pont ne pouvait plus se refermer. C'est un pont pivotant pour faire passer les bateaux, etc. Et donc ça a totalement bloqué la ville. Donc en fait, les gens ne pouvaient plus les travailler. Donc même les entreprises qui s'étaient adaptées dans leurs locaux, ne voyaient plus leurs salariés venir chez eux simplement parce que le pont était bloqué. Donc ça montre à quel point c'est systémique et qu'il faut vraiment que tout le monde se coordonne pour travailler sur ces sujets. Nous, on est vraiment à disposition avec nos moyens, donc pour justement accompagner tous les acteurs dans ces démarches. Merci Gwenaëlle. On parle beaucoup de prise de conscience, on parle beaucoup de solidarité. Je vais me tourner vers Alexandre, où souvent, quand on parle de tout ce qu'il faut mettre en place pour qu'une bonne centrale nucléaire fonctionne correctement, on se retourne vers EDF pour payer. Par exemple, on a besoin de refaire le pont. Bon, très bien, allez-y. On a besoin de s'assurer que la forêt à côté de la centrale aille bien. Très bien, occupez-vous-en. On a besoin que l'école reste ouverte pour que les collaborateurs puissent aller travailler sereinement avec des enfants à l'école. Très bien, subventionner l'école. Donc, comment on fait quand on est un gros acteur comme EDF qui met en avant des problématiques pour ne pas se retrouver le payeur unique de tout ce qu'il y a à faire, d'une part, et puis revenir sur le sujet du coût de l'inaction, peut-être aussi. Alors, je vais essayer d'être bref, mais je pense qu'il y a 3 types d'asymétries auxquelles on est confronté. D'abord, effectivement, il y a une asymétrie d'acteurs. On parlait du coût de l'inaction tout à l'heure. Effectivement, il coûtera beaucoup moins cher d'agir que de subir le coût de l'inaction.
Mais derrière, quand on est un acteur microéconomique, ce raisonnement il marche très bien à la maille macroéconomique. Quand on est un acteur microéconomique, une entreprise ou une collectivité locale ou un ménage, ce raisonnement il tient plus, ou en tout cas on n'arrive plus à le voir, parce que il faut se poser la question dans ce coût de l'inaction du coût pour qui, de l'inaction de qui. Enfin, un exemple, je vous parlais du cycle de l'eau, de notre dépendance au cycle de l'eau, du rôle que les écosystèmes peuvent jouer. Un écosystème qui joue un rôle dans la régulation du cycle de l'eau, c'est le sol, et notamment les sols agricoles. Bon. Les pratiques agricoles traditionnelles conduisent à un appauvrissement des sols en carbone, à un tassement des sols, qui font que ces sols sont de plus en plus imperméables, donc plus de ruissellement, donc une accélération du cycle de l'eau. Des sols sans carbone, c'est des sols qui ne peuvent plus stocker eux-mêmes l'eau, et c'est des sols qui ne peuvent plus infiltrer l'eau. Donc d'une certaine manière, on peut dire que tous les utilisateurs d'eau, et il y en a quand même beaucoup sur un territoire, hein, on a pour habitude de dire chez EDF, je suis pas le seul à le dire en synthèse, pas de nature, pas d'eau, pas d'électricité, mais pas d'eau, pas grand-chose sur un territoire. Hein. Bon. Donc on est tous dépendants à cette bonne régulation du cycle de l'eau, comme je le disais tout à l'heure. Et les sols agricoles peuvent jouer un rôle majeur. Et donc ça veut dire que l'action, elle est du côté des agriculteurs et de la transformation des modèles agricoles, qui est tout un sujet en soi. Mais et le bénéfice potentiel, il est du côté des utilisateurs de l'eau. Bon. Et donc, voilà, on a un premier type d'asymétrie là. Terra Nova a publié une note il n'y a pas très longtemps sur un peu qui balaye ces sujets-là. Enfin bon, on tourne autour là depuis quelques minutes. Terra Nova a mis l'idée de contrats territoriaux d'adaptation qui permettraient de fixer un cadre dans lequel tous les acteurs font un constat, se réunissent pour dire quelles sont les solutions et trouver des moyens de financement qui peuvent venir de ces différents acteurs, qui peuvent associer du public et du privé. Bon, voilà. La solution parfaite, elle n'existe pas encore. Les réflexions sont nombreuses et je pense que des événements comme celui-ci peuvent contribuer à animer cette réflexion, mais c'est un sujet qui est encore devant nous. Deuxième type d'asymétrie, c'est une asymétrie entre types d'investissement. Costa le disait tout à l'heure. Le business model de l'investissement dans le coût évité, il est encore un petit peu en devenir. Dans une entreprise comme la nôtre, qui a des programmes d'investissement significatifs, Costa le sait, qui a donc un montant de capital fini à investir dans une foultitude de projets qui sont possibles et dont la somme dépasse nos capacités d'investissement, il faut faire des arbitrages entre différents types d'investissements. Et effectivement, entre un projet avec un business plan assez classique qui va proposer une augmentation de la valeur de l'entreprise avec une croissance assez facile à appréhender, avec des hypothèses qui sont relativement stables, fiables, avec un bon niveau de certitude, face à un investissement où on va vous dire, en fait, moi, je vais pas créer de valeur supplémentaire, mais je vais empêcher d'en détruire. Ah oui, mais alors quand? Ça, je peux pas trop vous le dire. Ah oui, mais alors, et puis dans quelle proportion? Ça dépend d'un certain nombre de trucs. Vous voyez bien que quand les deux projets arrivent dans un comité d'investissement et qu'il y a de la place que pour en financer un, le deuxième part un petit peu désavantagé. Voilà. Et puis le troisième type d'asymétrie, c'est peut-être une asymétrie temporelle pour revenir et entre l'horizon temporel auquel les différents acteurs sont capables de raisonner. On disait tout à l'heure qu'il faut absolument arriver à raisonner sur le temps long et donc à financer sur le temps long. On disait aussi que un projet qui n'est pas assurable et un projet qui n'est pas finançable. Une des faiblesses qu'on a dans notre système, c'est que l'horizon de fonctionnement et de contractualisation des banquiers, c'est la durée de vie du projet. L'horizon de contractualisation et de raisonnement des assureurs, c'est 1 an.
C'est pas une critique des assureurs, hein, c'est le modèle de l'assurance qui est comme ça. Et donc là, on a une véritable asymétrie qu'il va falloir arriver à résoudre. J'ai posé le problème, je n'ai pas la solution. Merci beaucoup. L'une des solutions réside peut-être dans la 4e thématique qu'on va aborder ensemble sur la gouvernance de cette transition. Peut-être, j'ai eu l'autorisation de déborder un peu, il est 9h34, on m'a autorisé à réduire un peu le temps de questions. Donc, on se laisse 5 bonnes minutes pour discuter de ce sujet de gouvernance, de la transition, et on démarre, Gwenaëlle, par l'ADEME, avec toutes les démarches démocratiques que vous mettez en place sur ces sujets. Oui, quand vous parlez de gouvernance, en effet, ce qu'il faut éviter, c'est de faire du descendant. Alors non pas que le rôle des décideurs, des élus ne soit pas essentiel, évidemment, mais comme je disais tout à l'heure, l'implication des citoyens est absolument indispensable. Finalement, l'adaptation, quelque part, c'est peut-être une opportunité démocratique. Parce que on est tous touchés, que les élus pourront pas tout faire tout seuls, et qu'il faudra impliquer l'ensemble des parties prenantes, alors également les entreprises. Donc le défi, il est là en fait. Il est pas nouveau parce que dans la transition écologique, c'est un sujet qu'on rencontre très souvent. Je me rappelle lorsqu'on a commencé à accompagner les plans climat, c'était bien le sujet. Comment on fait pour que tout le monde soit autour de la table et puisse prendre les bonnes décisions, les bonnes orientations, qu'on n'oublie personne. C'est essentiel parce que s'il manque des interlocuteurs autour de la table, les décisions qui sont prises, les orientations qui sont prises, oublient certains aspects et finalement on rate la cible. Donc la gouvernance, elle doit être ouverte et en effet, notamment ouverte sur les citoyens. Donc tout à l'heure, je citais tout un tas de mesures que l'on peut prendre en effet pour pouvoir intégrer les citoyens dans la démarche. Et nous, c'est ce qu'on préconise toujours à travers donc nos directions régionales, dans tous les accompagnements concrets qu'on fait auprès des territoires. On a des chargés de mission qui vont voir les élus et qui, avec leur boîte à outils, hein, j'en ai cité beaucoup, et qui sortent les outils qui vont bien en fonction, bien sûr, de la situation de la collectivité. Mais en tout cas, la ligne rouge, oui, c'est ça. La ligne rouge, c'est vraiment toujours d'impliquer l'ensemble des parties prenantes et notamment des citoyens. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Alexandre, je vous passe la parole pour des exemples concrets de multigouvernance, multi-acteurs. Je vais en prendre un en lien avec ce que je disais tout à l'heure autour de la gestion de l'eau et des ouvrages hydroélectriques. Donc, je vous prenais l'exemple de l'Ardèche tout à l'heure. Les ouvrages d'EDF Hydro assurent 50% des débits de l'Ardèche en été. Ça veut dire qu'on déstocke pour assurer maintenir ce débit qui permet un certain nombre de choses, notamment ces activités de sport de vivre, mais aussi quand même de l'alimentation en eau potable, aussi un petit peu d'irrigation. Et les sollicitations pour ce soutien d'étiage, au cours du temps, elles augmentent et on anticipe qu'elles vont augmenter. À un moment, on va arriver dans une situation où on ne pourra plus... l'impact d'assurer ce soutien qui désoptimise la production hydroélectrique et donc les revenus qu'on tire de la production électrique, qui sont les seuls revenus qui financent les charges d'exploitation, de maintenance et d'adaptation au changement climatique de ces ouvrages-là. Donc on rend un certain nombre de services, mais il n'y a qu'un seul service qui rémunère l'ensemble de ces charges. Et donc, si on continue comme ça, on va dans le mur, on pourra plus, on gagnera plus notre vie, et on pourra plus exploiter ces ouvrages, et on pourra plus assurer ces services de soutien d'étiage. Donc ça veut dire qu'il faut débloquer quelque chose dans cette équation-là, et donc on a un projet qui embarque l'ensemble des territoires qui sont concernés. Il se trouve que ces ouvrages, ils sont à la confluence de trois départements. Donc, il y a une dimension territoriale multi-acteurs qui est importante. Et le projet, il va consister potentiellement à investir dans certains des réservoirs pour augmenter un petit peu la capacité de ces réservoirs, créer de la capacité de stockage
supplémentaires. Et puis modifier la manière dont on va exploiter ces ouvrages, désoptimiser un petit peu la production d'électricité dans un monde idéal tel que EDF hydroélectricien seul voudrait le faire, pour augmenter, pour sécuriser cette capacité de soutien d'étiage en été, tout en préservant ce dont je parlais tout à l'heure, un aspect clé qui fait la valeur de l'hydroélectricité, c'est cette flexibilité, donc cette capacité à produire de l'électricité exactement au moment où le système électrique en a besoin. Donc on va dire qu'on privilégie la qualité et le moment de la production électrique plutôt que la quantité de production hydroélectrique. Donc on accepte de perdre un tout petit peu de valeur pour préserver l'essentiel de la valeur, avoir un projet territorial qui va impliquer un certain nombre d'investissements qui pourront être potentiellement cofinancés par l'ensemble des acteurs des territoires pour que tous ensemble, dans ce monde où le climat sera plus le même qu'aujourd'hui, on continue à bénéficier de l'ensemble des services essentiels. Une alimentation en eau potable, la capacité de soutenir un tourisme d'eau vive, l'irrigation des cultures et la production hydroélectrique qui est clé pour assurer cet équilibre et cette stabilité du réseau qui, dans un monde qui va s'électrifier, puisque l'atténuation du changement climatique, ça passe par l'électrification de l'économie, entre autres. Donc assurer la stabilité du réseau électrique et la qualité de l'électricité qui est délivrée, la qualité du service va devenir un enjeu encore plus important. Merci Alexandre. Costa, tu es amené à structurer des projets complexes, multi-acteurs, avec des interfaces entre collectivités, opérateurs, États, etc. Parle-nous gouvernance. Oui. Sur ce sujet, comme sur d'autres, hein, mais pour moi, il y a un peu trois niveaux de travail qui sont primordiaux. Il y en a un qu'il ne faut pas oublier, qui est le niveau européen. Parce que, en fait, l'Europe, en mettant en place la taxonomie verte, elle a aussi fait rentrer l'adaptation au changement climatique dans les critères des établissements financiers européens. Donc, on a beaucoup parlé banque, assurance, mais c'est une réalité, hein, aujourd'hui pour nous. Tous les financements verts pour l'être doivent être sécurisés en matière d'adaptation au changement climatique. Donc tout ça est un peu rediscuté, hein, vous le savez actuellement, avec des assouplissements dans le cadre de la directive Omnibus, mais ce point-là, a priori, n'a pas vocation à évoluer, et c'est plutôt une bonne chose, parce que ça oblige d'une certaine manière les États à bouger, parce que s'ils ne bougent pas, en fait, c'est la place financière qui va le faire. Et on en a déjà les prémices aujourd'hui, avec le risque, et c'est aussi un des points d'attention, c'est que chaque acteur définisse ses propres doctrines et ses propres règles sur qu'est-ce que c'est qu'un projet qui respecte l'adaptation au changement climatique. Donc, la question du langage commun est vachement importante. Ensuite, il y a le niveau national. Bon, je pense que sur ce point-là, en termes de vision, de cap, les travaux récents, le fait que l'État ait dit effectivement la trajectoire, elle est à 4 degrés, qu'il faut un plan national d'adaptation au changement climatique avec le PNAC, une déclinaison locale, tout ça pose un cadre de gouvernance qui est nettement plus clair, en tout cas, et structuré qu'il ne l'était par le passé. Probablement, il doit aller un peu plus loin sur ces sujets financiers, puisqu'on voit que quand le fonds vert, les subventions que l'État a pu apporter a été mobilisé, ça a été un déclencheur de passage à l'acte assez efficace en réalité. Donc le fait que l'État regarde comment dans ce triptyque entre les acteurs, il peut aider à équilibrer, à faire une péréquation, à mon avis, est très important pour la suite. Et puis donc l'Europe, le national, et évidemment, et c'est là où je pense que le sujet il est éminemment local, territorial, parce que chaque territoire a sa propre problématique liée à l'adaptation, tout n'est pas homogène, loin de là, et donc là on est vraiment pour moi sur la question du chef de file, qui est localement le chef de file qui va porter cette alliance d'acteurs publics-privés qu'on évoque depuis tout à l'heure, pour les faire se réunir, les faire
accepter des concessions, des compromis, cofinancer des choses, enfin finalement construire un diagnostic commun et des solutions en commun. Et là, c'est vrai que, à mon avis, il y a un binôme qui est clé, hein, qui est le niveau de la région et le niveau du préfet. Hein. Je pense que ces deux acteurs-là devraient naturellement prendre un leadership plus important. Alors évidemment avec les EPCI, évidemment avec les maires qui jouent un rôle central. Ce qui est intéressant avec l'organisation notamment des élus locaux et des associations d'élus thématiques, c'est qu'on voit que les plus actifs sur ce sujet, ce sont vraiment ceux qui sont confrontés, c'est les maires qui sont confrontés aux mêmes situations. Je parlais tout à l'heure de la NEL, tous les élus du littoral, et c'est vraiment le lieu où on débat de ça, je trouve, de la manière la plus mature aujourd'hui. Les élus de montagne, il y a aujourd'hui même un conseil national de la montagne où cette question, elle va être centrale. C'est, je pense, dans le croisement de ces différents acteurs qu'on va pouvoir concevoir la gouvernance la plus efficace, mais il faut des chefs de file. Il faut des chefs de file, et il faut que ces chefs de file soient positionnés au bon niveau, et ça ne peut pas se faire sans l'État. Et donc, d'où l'importance aussi que les préfets soient bien dans la boucle. On arrive à la fin de cette séquence. On voulait terminer par une projection d'un imaginaire des territoires de demain et terminer sur une projection sur cette notion d'habitabilité. On n'est pas en France comme peuvent l'être à Miami, des décideurs qui décident de reconstruire les plages pour surtout que la population ne s'inquiète pas. On est plutôt dans une logique de prise de conscience, de pédagogie, de mise en mouvement et d'encouragement de la population à changer ses comportements, ce qui n'est pas une chose aisée. Peut-être, Gwenaëlle, tu peux nous dire 2 mots sur cette question de la projection, de la prospective. Alors, justement, on a fait un exercice prospectif il y a 3 ans à l'agence sur la partie décarbonation, comment en effet atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, parce que c'est le grand objectif, hein, faut le rappeler. Et donc, on a mis en place des scénarios qui vont du tout technologique au tout sobriété. Bon, c'est 2 cas extrêmes. On se rend compte qu'en réalité, ce qui doit pouvoir fonctionner, c'est probablement un mix des deux. Hein. C'est-à-dire qu'il faudra certainement de la technologie, ça c'est sûr, mais il faudra aussi de la sobriété pour pouvoir atteindre la neutralité carbone. Je pense qu'en termes d'adaptation au changement climatique, on va être un petit peu dans le même débat entre d'un côté l'adaptation technique, technologique, d'infrastructures. Il va falloir le faire, naturellement, hein, mais il y aura probablement aussi une partie ingénierie sociale extrêmement forte. Et ça va probablement se situer là aussi un peu entre les deux. Alors, on n'a pas trop de peine à imaginer ce qu'on doit pouvoir faire du point de vue technique. On peut le planifier. Mais alors, du point de vue social, c'est un peu plus compliqué. Je pense que là, c'est un champ d'investigation qui reste vraiment à travailler. Alors, il y a les comportements individuels, les changements de comportement, les formations, sensibilisation, prise de conscience de chacun. Ça, c'est évident. Et puis, il y a la manière aussi dans le corps social à pouvoir s'organiser pour pouvoir réagir le mieux possible lorsque les changements climatiques vont en effet se préciser. Et probablement que le manque d'argent dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on n'aura sans doute pas assez d'argent pour tout reconstruire, eh bien, ce sera compensé sans doute par des démarches de type social. C'est-à-dire que comment on met en place des sortes d'infrastructures sociales, non pas technologiques, justement pour pouvoir absorber au mieux, pour que la collectivité puisse absorber au mieux ces changements climatiques et les impacts sur la vie de chacun. Je pense que c'est un vrai champ de travail qui doit nous réunir donc pour l'avenir, pour compléter encore une fois donc les aspects purement techniques. Alors, imaginez l'habitabilité en 2050, c'est un vaste sujet, mais il y a des démarches qu'on utilise un peu chez EDF, mais on n'est pas les seuls. Qui vise à essayer de voir projeter en 2050, si on prend la ville de Paris, quel est l'alter ego climatique de Paris en 2050 aujourd'hui. Bon, alors là, les études peuvent varier. On a des alter ego qui vont vous situer ça au sud de la France, enfin dans un climat méditerranéen, d'autres qui vont vous les situer un tout petit peu plus au sud. Mais en tout cas, ça vous donne
ça vous donne une image de ce que pourrait être le climat d'une ville donnée d'ici 30 ans en contexte de changement climatique, et donc d'aller voir quelle est l'organisation sociale, quelle est l'organisation du bâti ou l'agencement du bâti, et comment le tissu socio-économique fonctionne dans ce territoire qui sera le nôtre dans 30 ans. Bon. Ça, c'est une première méthode. Je pense que ce qui est sûr, c'est que dans ce climat qui, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, va être plus instable, on va avoir besoin de plus de marge de manœuvre. Il y a, vous connaissez sûrement ce biologiste qui s'appelle Olivier Hamon qui parle beaucoup de la robustesse. Je pense que on va avoir besoin de robustesse dans les territoires pour pouvoir être en mesure d'encaisser collectivement ces instabilités qui vont aller croissance. Et donc, ça veut dire accepter, derrière la robustesse, il y a le concept un petit peu de désoptimisation. Enfin, faut renoncer à un certain optimum, il faut renoncer à un certain niveau de performance. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec mon exemple de l'Ardèche. On va faire certains renoncements pour préserver l'essentiel et se préserver des marges de manœuvre. Et puis, nous, peut-être chez EDF et chez d'autres grands opérateurs d'infrastructures, on dialogue avec certains de nos pairs qui opèrent des infrastructures dans le transport, dans les télécoms, pour essayer de comprendre quelles sont nos interdépendances aujourd'hui et comment ces interdépendances elles vont se transformer dans le climat demain et dans des territoires de demain. Et ça, je pense que c'est une des conditions de l'habitabilité des territoires, c'est que ces infrastructures essentielles, elles puissent continuer à fonctionner et que les interdépendances entre ces grands opérateurs d'infrastructures soient bien anticipées et bien gérées. C'est une question qui est passionnante. Ça me demanderait d'y passer pour pas mal de temps. Non, on est aujourd'hui, je pense, dans une contradiction à son paroxysme entre un monde qui vit sur le temps hyper court, dans l'immédiateté, et puis un sujet qui demande en fait de se projeter, de penser le monde sur 30 ans. Et c'est une des difficultés de ce sujet, c'est que il faut sortir de l'immédiateté pour au contraire se dire que ce qu'on ne fait pas aujourd'hui va poser des énormes problèmes pour nos sociétés dans pas si longtemps en réalité, et puis qui en pose déjà, hein, parce que quand on subit des catastrophes naturelles, et il y en a de plus en plus, on est très vite très conscient de cette question. La projection d'adaptabilité du territoire et de l'habitabilité, pour moi, elle passe par le fait de concevoir des environnements, des villes qui soient à la fois plus inclusives et plus végétalisées. Ça passe par l'acceptation qu'il y a des modes de vie qui ne seront plus les mêmes et que certains territoires ne seront plus des territoires où on pourra s'installer durablement. Et donc, ça veut dire que si on se projette, on avait fait l'exercice il y a quelques années, se dire, mais ce serait quoi en fait, où est-ce qu'on logerait les Français dans un monde à 4 ou 5 degrés avec le risque inondation, submersion, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que finalement, il y a des déplacés climatiques à l'intérieur du pays. Il n'y a pas tant que ça, c'est ça qui n'est pas évident non plus, c'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui les projections, il y a des endroits où il y a de très forts impacts, il y a des endroits où il y en a un peu moins, on se dit juste qu'il fera plus chaud et on n'aura pas le choix, on aura transformé pas mal de bâtis, mais il y a quand même des endroits où on ne pourra pas continuer à habiter. Donc il va falloir un monde suffisamment inclusif et solidaire pour accueillir nos concitoyens qui viendront des territoires inhabitables, les loger décemment, correctement,
Et finalement, c'est peut-être la conclusion, ça rejoint assez bien une enquête qu'on a fait avec Make.org sur comment mieux vivre en ville. On a publié les résultats il y a quelques semaines. C'était intéressant parce que ce que nous ont dit les Français, il y a eu 270 000 votes. Sur cette question, on était très tourné sur justement qu'est-ce qu'on peut faire pour le quotidien, en fait, ce qui n'est pas toujours le sujet la question qu'on a l'habitude de poser, nous, en tant que Caisse des dépôts, puisqu'on s'occupe des Français, mais de manière indirecte. Et là, on voulait vraiment avoir un retour terrain. Et en fait, ce qu'ils nous ont dit, on aimerait une ville plus inclusive, avec une meilleure solidarité pour les aînés, pour les personnes qui ont des problématiques de mobilité du quotidien. Finalement, une ville avec plus de services et plus d'entraide. Et ils nous ont dit, on aimerait une ville beaucoup plus végétalisée, beaucoup plus verte, avec des îlots de fraîcheur, avec de la nature en ville. Et je trouve que finalement, ces deux aspirations pleines de bon sens de nos concitoyens, elles nous montrent un peu le chemin de ce qu'il nous faut faire pour réussir à rendre la France habitable en 2050. Merci Costa. Alors dans quelques minutes, on va prendre un café et des viennoiseries dans une salle qui nous permet de voir la nature en ville avec une très très jolie vue. On pourra poursuivre les échanges et les questions qu'on ne peut pas avoir ici, là-bas, pour ceux qui souhaitent rester. On a quand même quelques minutes pour prendre une ou deux questions. Bonjour, merci pour tous ces exposés. J'avais une question qui est un peu pour tout le monde en fait. Plus un commentaire que vous commenterez vous-même. Voilà. Pour moi, l'habitabilité des territoires n'est pas une question locale, et pas qu'une question locale. Ça a été abordé beaucoup par le voie du local, comment on fait de la gouvernance locale, etc., qui est indispensable, qui est un point incontournable sur lequel vous travaillez. Mais il y a plein de sujets qui ne le sont pas. Alors je vais donner deux exemples. Vous avez des effets du changement climatique qui vont se passer à l'autre bout de la planète, qui vont avoir des conséquences chez nous. Quand le Bangladesh sera sous 1 mètre d'eau, il y aura 500 millions de personnes de déplacés qui auront été en foutre le bordel en Asie, en Inde, en Pakistan, etc. Ça aura certainement des conséquences sur les chaînes de valeur mondiales, et donc sur l'industrie, et donc dans nos territoires, et tous nos maires et tous nos députés, avec toute la bonne volonté qu'ils ont, il sera passé quelque chose chez eux, et il faudra qu'ils le gèrent, et ça sera pas à gérer localement. Donc, par exemple, il y a cet effet d'échelle-là. Et il y a un autre sujet, pour être très concret, si vous achetez un climatiseur aujourd'hui, il marche jusqu'à 42 degrés. Après, il est plus garanti par le constructeur. LOL. C'est-à-dire qu'on est en train de remplir un tonneau qui se vide en même temps avec des investissements. Et la question de l'investissement est tellement cruciale, surtout des échéances de temps tellement longues, qu'il faut travailler sur les normes constructives. Aujourd'hui, nos normes constructives sont adaptées au climat d'aujourd'hui. Les normes constructives il faut les faire évoluer pour éviter qu'on fasse des investissements qui seront plus adaptés dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. On va devoir les rembourser pendant 60 ans encore, parce que j'ai compris que c'était 80 ans, le temps, 60 ans encore, et on va devoir refaire des investissements, et le truc ne sera pas soutenable. Donc en fait, il y a une question d'intégrer cette dérive climatique, et le terme est très bon, cette dérive climatique dans l'évolution de la normalisation. Et ça doit partir des constructeurs, des fournisseurs. Et aujourd'hui, ils ne sont pas très enclins à faire, parce qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à faire ça. Et si ça ne se fait pas, en réalité, ça va être les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient industriels ou autres, qui vont devoir pallier le défaut de normes constructives par de la surprotection de leurs installations ou de leurs habitations. Et en fait, c'est eux qui vont prendre toute la charge d'investissement, alors qu'en fait, ça pourrait être mutualisé au niveau des constructeurs via la normalisation. Je propose qu'on prenne la deuxième question. Ah, il y en a 3. Ok, on prend les 3 questions et on répond. Bonjour, merci beaucoup. C'est un panel superbe de voir ces 3 institutionnels avec les programmes dont vous parlez. Nous, on travaille au Havre. Je suis du travail social et on voit bien que l'importance de l'ascendant, c'est-à-dire le bottom-up, si vous voulez, par rapport aux besoins ou desiderata ou les injustices sociales par rapport aux grands ensembles, les gens vivant dans des quartiers, etc. Et on a pris comme exemple
internationale faite pas à Miami mais Baltimore. Donc c'est une ville qui est plutôt dans un... ils essaient de s'organiser, mais plutôt encore en ascendant. C'est-à-dire il y a beaucoup de réseaux qui se forment, chercheurs, associations, églises. Enfin, bon, c'est très intéressant. Et donc, moi, j'aimerais vous inviter de travailler un peu sur cette question. Comment on fait sur une ville comme Le Havre, qui est un peu tête de pont d'un grand bassin versant, qui est la Seine-Normandie, 18 millions d'habitants, comparé à Baltimore, qui est aussi sur un grand bassin versant de 18 millions d'habitants, qui inclut plusieurs États. Ça serait vraiment intéressant de voir comment faire ce lien entre l'ascendant et le descendant. Les institutions, on est très fort en France là-dessus. Je suis franco-américain et je suis très frustré de travailler en tant qu'indépendant, etc. là-dessus. Alors qu'aux États-Unis, comme on voit, il n'y a plus de gouvernement fédéral qui aide justement les États ou les villes. Il y aurait quelque chose une comparaison et un travail à faire très intéressant là-dessus. Troisième question là. Merci. Vous avez insisté sur la nécessité de mobiliser des financements longs pour financer toute cette transformation de l'économie. Alors, du point de vue de la théorie économique, plus le financement est long, plus il va être cher, puisque les risques sont de plus en plus élevés et incertains. Alors, comment est-ce qu'on résout la contradiction ? Est-ce que là, il n'y a pas un obstacle à toute cette transformation économique sur lequel vous n'avez peut-être pas insisté, hein, mais bon, on a eu un temps très court pour en débattre. Normalement, la prime de risque s'élevant, les financements longs à 80 ans, donc vous avez parlé, devraient être extrêmement onéreux. Alors, il est 10 heures. Les questions posées sont riches. Je les énumère rapidement et on voit qui prend. Donc, la mobilisation du financement du temps long et les risques élevés et incertains. Costa, tu veux réagir tout de suite ? Oui, tout à fait. Non, mais effectivement, d'ailleurs, toutes vos remarques sont toutes très pertinentes. Nous, quand on intervient, je le rappelais tout à l'heure, on est dans le cadre d'un modèle d'intérêt général de financement, celui du fonds d'épargne. Donc, c'est vraiment un modèle de transformation d'une épargne liquide en financement de très long terme. Et en fait, on parvient à maintenir un taux de long terme qui est assez concessif, hein, puisque à 40 ans, on prête à 2%. C'est ce qu'on offre à nos emprunteurs, hein, qui sont des emprunteurs qui jouent des fonctions d'intérêt général. Et donc, on n'a pas une prime de risque. Ça, c'est vraiment la force de notre modèle, qui est liée ni au risque de l'emprunteur, ni au risque inhérent au projet. Plus le projet est vert ou social, moins finalement la marge est élevée. Hein, donc c'est la force du modèle. C'est pour ça que nous on est assez convaincus que ce modèle où en fait c'est citoyen, c'est l'épargne des Français qui est mobilisée pour financer la transformation du pays. C'est ce qui a fonctionné hein, dans toutes les grandes étapes. D'ailleurs, l'électrification de la France a été financée ainsi. La création des logements à habitat à loyer modéré a été financée ainsi. Donc en fait, on travaille sur les nouveaux programmes de financement des futurs EPR. Enfin, toutes les grandes infrastructures du pays reposent en partie sur ce modèle-là, qui est peu connu du grand public, mais qui est un modèle qui fonctionne très bien. Et effectivement, vous avez raison, le risque, c'est que le secteur marchand applique des primes de risque très élevées. Et c'est pour ça que le sujet de la taxonomie européenne et finalement du cadre européen est important, parce que toute la place financière a un enjeu de verdissement de ses bilans. Pour verdir ces bilans, ils émettent des green bonds. En émettant des green bonds, ils ont finalement un refinancement un peu moins cher que les refinancements de marché. Et pour pouvoir justifier du caractère vert de ces refinancements, il faut qu'ils s'alignent avec la taxonomie européenne. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un cycle vertueux qui se déploie, qui est que quand on finance l'adaptation, finalement, on va être moins cher, on va financer moins cher que quand on finance des sujets qui sont marrons, comme on dit, qui ne sont pas des sujets environnementaux. Donc c'est plutôt rassurant par rapport à ce que votre préoccupation, mais qui est très juste, bien sûr. Merci. Qui veut prendre
Alors, je ne sais pas si c'est une question, ou en tout cas une réaction sur les conséquences de la dérive climatique au niveau mondial et les conséquences que ça peut avoir sur la France, notamment avec une immigration climatique. Oui, effectivement, on a éludé plusieurs sujets sur l'adaptation. On a éludé un tout petit peu le sujet humain et la capacité des femmes et des hommes à fonctionner dans un climat qui dérive. Et pour nous, les femmes et les hommes, on les voit un petit peu comme des salariés quand même. Et donc, on a un enjeu d'assurer des conditions de travail qui seront adaptées à ce climat qui dérive. Et c'est un vrai sujet sur lequel on travaille. Et il y a une dimension territoriale à la fin, quand même, dans ce sujet-là. Et effectivement, il y a le sujet des chaînes de valeur. Je parlais d'interdépendance. Alors effectivement, il y a l'interdépendance entre des actifs et des services au niveau local, mais effectivement qui sont eux-mêmes dépendants de chaînes de valeur, de chaînes d'approvisionnement qui sont mondiales. Et ça, c'est effectivement une autre des dimensions de l'adaptation au changement climatique, et qui n'est pas la plus facile à appréhender. Et d'ailleurs, les enjeux RSE dans les chaînes de valeur sont un des sujets qui a été le moins investigué, on va dire, le moins travaillé jusqu'à maintenant, et sur lequel le potentiel d'amélioration est forcément le plus élevé. Sur le sujet des normes, également, je ne peux qu'acquiescer. Les normes et règlements, finalement, ou les critères de décision. Un autre exemple dans notre secteur, sur les appels d'offres pour de la capacité d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, il y a des critères de robustesse ou d'adaptabilité à un climat qui dérive, qui jusqu'à maintenant étaient assez minces. S'agissant de processus concurrentiels, vous avez pour remporter le morceau, il faut bider au meilleur prix, en bon français. Effectivement, si vous prenez des marges climatiques plus importantes, vous proposez des éléments constitutifs de équipements qui seront plus robustes à des conditions climatiques plus sévères, vous allez être plus cher et donc vous n'allez pas gagner. Donc le système est fait pour que vous proposiez une infrastructure qui n'est pas adaptée au changement climatique. Un autre exemple. Merci Alexandre. Et puis peut-être Gwenaëlle sur l'injustice sociale, Le Havre, le lien entre ascendants et descendants. Oui, merci. Alors, il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas traités aujourd'hui. Il y en a un notamment, c'est l'outre-mer. Parce que vous parlez du lointain, mais vous savez, le soleil ne se couche jamais sur la France. Et en fait, on a des territoires qui sont particulièrement exposés au changement climatique. On n'en a pas parlé, donc on ne va pas le développer maintenant. Mais ce serait bien d'y revenir un jour. Mais c'est les territoires auxquels on prête énormément d'attention à l'ADEME, parce que c'est des vrais laboratoires en termes de transition écologique, d'adaptation, mais aussi d'atténuation. Il y a beaucoup d'opportunités en termes de transition énergétique. Mais aussi les questions des déchets, etc. Enfin bref, c'est absolument passionnant. C'est un peu dommage qu'on puisse pas développer davantage. Le Havre. Alors le Havre, on se rapproche un peu de chez nous là. C'est un territoire avec lequel on travaille beaucoup. Je sais qu'on l'accompagne notamment dans la démarche territoire engagé pour la transition écologique, puisqu'on a attribué au Havre sa 3e étoile, puisqu'il y a une labellisation dans ces démarches. C'est la partie climat, air, énergie. Donc, on travaille, notre direction régionale Normandie travaille étroitement avec Le Havre. Et puis, alors, c'est vrai que dans tous les exemples qu'on a pu citer au cours de nos échanges, il y en a un qu'on n'a pas cité, qui est celui de la décharge de Dolmar, qui est juste à côté du Havre, qui est quand même quelque chose d'assez horrible, puisqu'en fait, à une certaine époque, on avait des décharges qui étaient juste au bord de la mer, et on s'inquiétait pas trop de ce que ça pouvait devenir. Le problème, c'est que la mer grignote le territoire, et que ces décharges finissent, en fait, tout ce qui a été mis en décharge finit par se disséminer. Et donc on a en effet lancé là la réhabilitation de cette décharge de Dolmar, qui était une illustration aussi de ce que le changement climatique et l'inconséquence de ce qu'on a pu faire par le passé à quoi cela peut conduire. Mais j'aurai plaisir à échanger avec vous sur Le Havre, qui est un territoire auquel on est très, très attentif.
Merci à tous. 10h08, je mets fin à cette table ronde. Je remercie très chaleureusement nos 3 brillants interlocuteurs et ce public intergénérationnel. Merci d'être là ce matin. Et Eric. Voilà, d'abord je voudrais remercier Johanna Abou et les 3 intervenants pour ce petit déjeuner très intéressant. Le petit déjeuner arrive dans 2 minutes. Et évidemment, on n'a pas traité tous les sujets. On sait que sur ces questions d'évitement du changement climatique, qui sont les questions de décarbonation, plus les questions d'adaptation au changement climatique, les questions l'ont évoqué, mais tout ce qui a été évoqué durant la table ronde, les questions sont multiples, posent des tas de problèmes, etc. Ça se gère pas en 1h30 et à 3. Et donc, il y aura d'autres événements organisés par la chaire et par de nombreux autres acteurs et dans de nombreux autres cercles pour continuer à discuter de ces sujets qui malheureusement ne sont pas épuisés. Juste 2 mots pour annoncer les 2 prochains événements de la chaire. Il y en a d'autres, mais on n'a pas le temps de tous les annoncer. Donc, le prochain petit déjeuner aura lieu le 19 mars et il aura comme thème quelque chose qui résonnera aux oreilles d'Alexandre, la gouvernance de l'eau. Voilà. Et puis, le 15 avril, on aura une conférence conjointe avec l'OCDE sur la résilience à d'autres risques qui sont aussi très prégnants. C'est les risques cyber pour les industries de réseau en général. Et donc, le programme de travail du Network of Economic Regulators de l'OCDE cette année, c'est un programme autour des questions de résilience. On va d'ailleurs organiser aussi avec eux des webinaires. Mais la prochaine conférence qui aura lieu ici à Dauphine, 15 mars, ce sera une conférence sur ces questions de résilience et de prévention des risques cyber. Voilà, merci encore. On vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes. On espère que pour le prochain petit déjeuner, on n'aura pas des incidents sur la ligne 1 qui ont effectivement retardé un certain nombre d'entre vous et décourager d'autres, je pense, de nous rejoindre. Mais l'avantage de notre organisation ici, c'est que on enregistre et donc on peut faire un replay. Et donc cette conférence sera disponible sur les réseaux très prochainement. Voilà, merci beaucoup et joyeuses fêtes à tous.